Merci beaucoup Astic de nous accueillir avec le Hub IA. Donc peut-être brièvement, je vais introduire le Hub IA, puis après qui je suis. Globalement, le Hub IA, c'est une initiative à but non lucratif qui a été mise en place. On a Jean-Philippe Poulain d'ailleurs qui est en charge du Hub IA, qui est avec nous dans les participants. Puis en fait, c'est une initiative qu'on a fait qui rejoint plusieurs groupes. Donc c'est lié au Centec, à l'ETS, à l'Ivado, puis nous, CDI, on fait partie des membres fondateurs. Puis en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui a été mis en place pour aider les entreprises, surtout les PME québécoises, à essayer de générer de la valeur à partir de leurs données et intégrer l'intelligence artificielle au sein de leurs activités. Puis en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est on aide les PME, puis nous, CDI, on va fournir notre méthodologie pour ça, dont je vais parler plus tard dans la présentation. On aide les PME vraiment de la formation jusqu'à la structuration, la preuve de concept et l'implémentation et le déploiement de solutions d'intelligence artificielle en vous aidant en fait à chaque étape à aller chercher des aides financières très importantes parce qu'il y en a beaucoup à l'heure actuelle au Québec. Donc vraiment, le Hub est là pour faire le lien entre un petit peu les PME et l'intelligence artificielle. Et donc justement, c'est dans ce contexte-là que nous, en tant que partenaire fondateur du Hub IA, on vous offre cette formation en partenariat aussi avec le STIC. Donc peut-être mon background très brièvement, puis après on va se lancer tout de suite dans la formation. Moi, j'ai commencé mon background un petit peu en finance, ma carrière en finance. Je travaillais chez BlackRock, après à la Caisse des dépôts et de placement du Québec. Et après, je me suis converti vers l'intelligence artificielle. J'ai fini dans l'équipe de R&D en intelligence artificielle de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Puis, il y a à peu près 2 ans, là, quasiment, j'ai décidé de quitter justement pour essayer de démocratiser un petit peu l'intelligence artificielle en dehors juste des services financiers, puis pour aider les entreprises québécoises à être plus compétitives. Puis dans ce contexte-là, justement, on va regarder un petit peu l'approche que nous, on a tendance à prôner, mais surtout, le but, je pense, des formations que nous, on offre au travers du Hub IA, puis avec les différents clusters comme le STIC, c'est vraiment d'essayer de partager la connaissance sur l'intelligence artificielle pour essayer de faire lever le niveau de maturité au sein de l'écosystème québécois et que les entreprises québécoises puissent en bénéficier et devenir plus compétitives. Donc, dans ce contexte-là, la première section dont je vais parler, je vais commencer par parler un petit peu de ce qu'on appelle, nous, la traduction d'affaires ou de domaine. Puis, je pense que c'est là où ça va vraiment prendre son sens. Ça va vraiment donner une notion de pourquoi est-ce qu'on fait ce type de formation, pourquoi est-ce que c'est si important de s'investir vraiment beaucoup dans l'éducation autour de ces technologies-là en général. Après, je vais parler très, très brièvement des données massives parce que je pense que c'est important de se rendre compte qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. Puis il faut se rendre compte que les données massives, on a beaucoup entendu parler du 4.0, etc. Oui, c'est une source d'opportunité, mais c'est aussi une source de défi pour les organisations. Après, je vais passer à l'intelligence artificielle, puis je vais définir l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine. Je vais définir 2 familles en particulier d'apprentissage machine. On va vraiment rentrer dans le détail avec des cas d'exemple concrets. Après, je vais vous prendre un exemple justement de la méthodologie d'adoption de l'IA qu'on prône justement au sein du Hub IA. Puis je vais parler un petit peu justement de comment est-ce qu'on le fait, de quelques cas d'exemple qui en sont déjà sortis et qui ont été appliqués. Puis ce sont des cas d'usage qui sont, vous verrez, assez généralisables plus ou moins à toute entreprise manufacturière. Puis après, justement, je reparlerai un petit peu dans le contexte du Hub IA, d'un petit peu c'est quoi l'offre. Puis encore une fois, Jean-Philippe Poulain, qui en est en charge, est avec nous dans le chat, puis pourra se faire un plaisir de répondre à vos questions. Puis on fera bien sûr faire un suivi par la suite. Donc, donc si on commence tout de suite dans le vif du sujet, de quoi parle-t-on quand on parle de traduction d'affaires et pourquoi est-ce que c'est quelque chose de si essentiel? En fait, lorsqu'on entend parler beaucoup d'intelligence artificielle, puis du manque de main-d'œuvre, etc., on se concentre énormément, généralement, sur le manque d'experts techniques. On va toujours parler des scientifiques de données, des ingénieurs de données, etc. Alors qu'en fait, ce qui manque le plus pour que les organisations soient capables vraiment d'intégrer les outils d'intelligence artificielle et les nouveaux outils basés sur les données, ce ne sont pas des experts techniques, mais c'est ce qu'on appelle des traducteurs d'affaires. Les traducteurs d'affaires ou des traducteurs de domaine, ce sont des gens qui ont cette capacité en fait de prendre les problématiques d'affaires ou les problématiques d'un domaine spécifique d'une entreprise et de les transformer en requis techniques ou en problématiques techniques pour qu'ensuite on soit capable d'aller chercher ces fameux experts techniques pour répondre à cette problématique d'affaires-là. En fait, on a un gros manque de ce type de persona-là.
Pourquoi? Parce que ça demande d'avoir une connaissance en statistique, ça demande d'avoir une certaine connaissance au niveau du code aussi, au niveau de l'ATI, donc pour comprendre un peu les outils, comment jouer avec les données et comment les déployer, mais aussi une grosse connaissance assez en profondeur d'un certain domaine d'application, que ce soit par exemple le minier, le médical, le manufacturier, et puis même le manufacturier, c'est très large, ce qui fait que ce sont des profils particulièrement difficiles à trouver. Moi, j'appelle ça maintenant les licornes, là, parce que c'est quasiment introuvable. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont si essentiels que ça? Parce que sinon, en fait, on va tomber victime de ce que moi, j'ai tendance à appeler les fausses bonnes idées. Donc, c'est des idées qui ont l'air très jolies sur le papier si on a une connaissance partielle, soit du domaine, soit du technique, mais qui, lorsqu'on combine les deux, en fait, deviennent des très mauvaises idées. Puis le problème, c'est qu'on a tendance, généralement, j'ai vu beaucoup d'organisations perdre beaucoup d'argent sur ce type de projet-là. Donc, pour donner un exemple très concret, puis ça, c'est tiré du domaine financier, mais je pense qu'il est très facile, c'est très facile de s'identifier à ça. Pendant très longtemps, les institutions financières ont essayé de dépenser beaucoup d'argent pour essayer de prédire les taux de change à l'avance. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de sommes d'argent qui sont dépensées sur ce genre de choses-là. Puis ils essayaient de se dire qu'il y aurait potentiellement un très bon cas d'affaires. Puis du côté d'un scientifique de données, si vous regardez la problématique et que vous ne savez pas comment fonctionnent les marchés des monnaies, ça paraît être quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de données disponibles et que ce sont des données très propres. Vous avez les taux de change à travers l'histoire, vous avez les taux d'intérêt, vous avez la balance commerciale, vous avez le prix des commodités comme le pétrole qui affecte beaucoup la monnaie canadienne, etc. Donc, ça vous paraît être un problème très propre et très structuré sur lequel vous pouvez créer de la valeur. En fait, lorsque vous mettez les deux ensemble, c'est absolument pas le cas. Donc, pour vous donner un exemple, lorsque Trump a été élu aux États-Unis, en 24 heures, le peso mexicain est tombé de 19%. Personne n'aurait été capable de prédire, que ce soit une semaine ou 3 mois à l'avance, de manière très soutenable, que Trump allait être élu avec un très haut taux de probabilité. Et donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que d'un côté, on avait l'équipe d'investissement, donc les experts du domaine, qui ne comprennent pas forcément que finalement, l'apprentissage machine ou l'intelligence artificielle, ce sont juste des outils, puis ce n'est pas une boîte magique. Donc, ils ne se comprennent pas la limite des outils. Et de l'autre côté, on a des experts techniques en fait, qui voient les données, qui comprennent les outils statistiques, mais qui ne comprennent pas que en fait, la politique influence tout autant les taux de change que, par exemple, un mouvement dans les taux d'intérêt, voire même beaucoup plus d'ailleurs. Ce qui fait qu'au final, ils ne comprennent pas que les données qu'ils ont ne capturent pas le phénomène qu'ils essayent d'observer. Et donc, en fait, c'est un petit peu dans ce dialogue de sourds qu'on peut perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent, d'où la nécessité, justement, encore une fois, de faire la traduction d'affaires. Alors, justement, comme je mentionnais, il manque énormément de traducteurs d'affaires. Puis, pour être tout à fait transparent, je ne pense pas personnellement qu'on sera capable d'en former assez ou même d'en avoir parce que ça demande beaucoup de skills très pointus. Donc, nous, la méthodologie, en tout cas le pari que nous on fait, c'est qu'en fait, on est capable de répartir un peu ce rôle entre les experts du domaine et les experts techniques à condition de créer un peu un dialogue entre les deux. Donc, en fait, nous, notre approche, c'est d'essayer de développer une compréhension à haut niveau de la science des données et de l'intelligence artificielle, et d'où, encore une fois, toutes les formations qu'on fait avec le BIA, etc., pour les experts du domaine. Et une fois que les experts du domaine, donc une fois que vous, qui connaissez mieux votre domaine, que moi je ne le connaîtrai jamais, qui connaissez mieux votre entreprise, vos processus, etc., vous allez avoir une idée de qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, vous allez avoir la capacité de vous dire, en fait, ici, ça c'est super répétitif, je perds beaucoup d'argent ici alors que ça me paraît un peu prévisible, etc. Et donc, vous allez être capable d'enrichir votre capacité à identifier des cas d'usage concrets dans votre day-to-day. Et une fois que ça c'est ça, une fois que ça c'est fait, vous êtes capable d'identifier des cas d'usage. Et là, nous, on va pouvoir revenir en tant qu'expert technique et dire, écoute, ça, tu me dis qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée possible, puis ça m'a l'air assez simple, donc c'est probablement une bonne première étape. Alors que ce projet-là, tu me dis que la valeur ajoutée est peut-être un peu moins tangible et il est beaucoup plus complexe techniquement. Et après, on est capable de prioriser, justement, de structurer et d'itérer. Donc, c'est un petit peu pour ça, je pense, en grande partie qu'on est ici ce matin avec vous. Enfin, ce midi plutôt. Donc maintenant, on va parler un petit peu justement des que si et les à faire ces fameuses on appelle des massives. On va s'arrêter à 5 et je pense qu'il y a un défi de tous les 2 ans multiplié par 2.
Donc, vous pouvez vous imaginer que pour les organisations, c'est de plus en plus difficile. On collecte de plus en plus de données, il faut les enregistrer, les rendre accessibles, s'assurer de leur qualité, etc. Ça devient véritablement un challenge pour être capable de maintenir tout ça et être capable d'en tirer de la valeur. Le deuxième V, c'est le V de la vélocité. Okay, puis l'exemple que j'aime toujours prendre ici, c'est Waze ou Google Maps ou n'importe quel GPS qui prend en compte le trafic. Vous voulez qu'il soit capable de vous donner le chemin optimisé pour vous rendre, par exemple, à votre chalet en temps réel et pas lorsque vous arrivez au chalet, qu'il ait fini vos calculs et qu'il vous dise en fait, vous auriez dû tourner à gauche en partant de la maison, puis ça aura pris 20 minutes de moins. Okay, donc ça veut dire que l'application doit non seulement traiter vos déplacements à vous et votre trajet désiré, mais aussi celui de tous les autres utilisateurs qui sont là en parallèle, puis l'impact d'un accident, etc. Donc, on a un besoin de vélocité, une rapidité de calcul qui ramène des contraintes techniques fortes. C'est la même chose dans le milieu manufacturier. Par exemple, vous voulez que votre modèle prédise la panne avant que ça éclate et pas quand ça a éclaté qu'il vous dise que ça soit déjà fait. Ça n'a aucun intérêt. Ensuite, on a un troisième point qui est le point de la variété. Puis l'exemple que je viens de toujours prendre ici, c'est celui de Twitter. Donc, par exemple, un tweet, on pensait que c'est seulement 250 ou 350 caractères. En fait, vous avez beaucoup de données, par exemple, la géolocalisation de la personne qui l'a émise, les données sur le réseau des différentes personnes qui l'ont repartagé. Vous avez un lien vers sa photo de profil, donc vous avez une image, etc. Et on se rend compte que du coup, juste pour un tweet, en fait, on a tout un tas de données différentes qui ont besoin d'être traitées différemment. Puis c'est pareil dans le domaine 4.0, par exemple. Lorsque vous regardez la maintenance prédictive de bâtiments ou ce genre de choses-là, ou de filtres et autres, vous allez avoir des données thermiques, vous allez avoir des données de vibration, vous allez avoir des données d'image, vous avez tout d'humidité, etc. Et toutes ces données très différentes vont à chaque fois nécessiter d'être traitées un petit peu différemment et comprises différemment, ce qui ramène un challenge supplémentaire. Après, on va avoir cette fameuse notion de garbage in, garbage out dans le V de la véracité. Pour vous donner une idée, IBM avait sorti une étude en 2016, donc ça date un petit peu là, mais que 16% du PIB aux États-Unis avait été perdu en 2016 seulement. Donc on parle déjà de 3 000 milliards de dollars à cause de décisions qui avaient été prises sur des données de mauvaise qualité. Puis finalement, on a le cinquième V, et selon moi d'ailleurs, c'est le V le plus challengeant pour les PME, c'est le V de la valeur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les PME ont fait face à véritablement un tsunami de données. Puis si vous-même, vous n'avez pas de données, vous pouvez aller acheter des données météorologiques, des données de Census Canada, etc. Vous pouvez vraiment enrichir vos bases de données, mettre des capteurs un peu partout, ça coûte plus très cher. Et en fait, on est un petit peu pris devant un tsunami de données et on ne sait pas exactement par où commencer pour créer de la valeur. Il faut se rendre compte que créer des applications d'intelligence artificielle, etc., ça peut être coûteux, surtout aller collecter la donnée, l'entreposer, la transformer, mettre des outils en déploiement, les maintenir. Et donc, en fait, on est pris un petit peu entre les deux et on se pose la question de finalement par où commencer. Et je pense que justement, une grande partie de la méthodologie mise en place par le BIA, c'est pour répondre à ces questions pour les PM. Donc maintenant, je vais rentrer un peu dans le cœur du sujet tout de suite parce qu'on a finalement que 45 minutes. Puis on va commencer à parler tout de suite de l'intelligence artificielle. Donc je vais définir un petit peu c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi l'apprentissage machine. Après, on va prendre deux familles d'apprentissage machine que je vais définir aussi, qui me paraissent les plus pertinentes pour vous aujourd'hui. Et on va rentrer dans des exemples justement pour voir un petit peu à quoi ça ressemble en pratique. Donc, on parle d'intelligence artificielle à partir du moment où l'ordinateur va prendre une décision. Okay, donc, que ce soit classifier des images ou aux échecs ou à peu près tout n'importe quoi, à partir du moment où l'ordinateur prend une décision, on parle d'intelligence artificielle. Puis, on a deux niveaux d'intelligence artificielle. On a l'intelligence artificielle faible. Donc, on va entraîner l'ordinateur finalement à performer une tâche et une tâche seulement. Par exemple, vous pouvez entraîner votre ordinateur à jouer aux échecs. Il va peut-être mieux jouer aux échecs que l'être humain, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour conduire une voiture ou pour jouer à un jeu de cartes. Ça ne marche pas. Puis après, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte. Donc ça, c'est Terminator, c'est l'intelligence artificielle qui fait des nouvelles intelligences artificielles, c'est l'espèce de demi-dieu robot, etc. Il y a beaucoup de discussions sur l'intelligence artificielle forte en société aujourd'hui. La vérité, c'est qu'on n'est même pas proche de l'atteindre. L'ordinateur est encore vraiment fondamentalement débile, à ma plus grande frustration en tant que data scientist par rapport aux erreurs qu'il fait parfois. Donc, en fait, c'est plus qu'il faut se concentrer sur les bonnes utilisations possibles à faire, que ce soit d'un point de vue éthique ou même business, de l'intelligence artificielle faible, sans penser qu'on va tout automatiser demain matin, ce qui n'est absolument pas vrai. Donc, on a parlé d'intelligence artificielle à un grand niveau. Donc, c'est l'ordinateur qui fait quelque chose. Dans l'intelligence artificielle, on va avoir ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Donc, une première légende qu'on peut renier, c'est que l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle ne sont pas des synonymes. Alors, quelle est la différence entre l'intelligence artificielle qui n'est pas de l'apprentissage machine et l'apprentissage machine? Dans le contexte de l'intelligence artificielle qui n'est pas de l'apprentissage machine, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va apprendre à l'ordinateur
on va transmettre à l'ordinateur des règles que l'ordinateur va appliquer quasiment bêtement. Okay, donc, par exemple, on va dire, on a déjà tous lu un petit peu ces notices qui vous disent, par exemple, pour les aspirines, si tu es en dessous de 8 ans, tu prends une pilule, si tu es au-dessus de 8 ans, tu en prends deux. On peut on peut dire à une machine, tu demandes l'âge de quelqu'un, puis tu donnes le bon nombre de cachets. Puis on va parler d'intelligence artificielle parce que la machine a pris la décision de combien de cachets donner à l'enfant, par exemple, ou à l'adulte. C'est pas de l'intelligence artificielle. C'est de l'intelligence artificielle, pardon, mais c'est pas de l'apprentissage machine parce que la machine n'a rien appris. Dans le contexte de l'apprentissage machine, c'est très différent en fait. On va donner une tâche à performer à l'ordinateur, par exemple, classifier des photos de chiens et de chats, et on va donner à l'ordinateur tout un tas de données passées, et c'est là justement l'importance de la donnée. Et c'est l'ordinateur qui lui-même va apprendre les meilleures règles possibles pour performer cette tâche à partir des données. Et donc, en fait, si on se remet à plus haut niveau, la différence entre l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle qui n'est pas de l'apprentissage machine, c'est que dans le contexte de l'apprentissage machine, on donne des données à la machine qui nous donne des règles qu'elle apprend sur ces données. Et dans le contexte de l'intelligence artificielle qui n'est pas de l'apprentissage machine, donc un peu tous les systèmes experts, c'est nous qui donnons les règles à l'ordinateur. Et parfois, ces règles sont sous-optimales, même d'ailleurs assez souvent. Donc, maintenant, pour continuer justement, donc, on a l'intelligence artificielle qui contient l'apprentissage machine. Et au sein de l'apprentissage machine, on a différentes familles d'apprentissage machine. Okay, donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur deux en particulier, qui sont l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé, parce que je pense que c'est celles qui sont les plus pertinentes. Puis, si vous avez des questions sur l'apprentissage profond, l'apprentissage par renforcement, surtout, n'hésitez pas. Donc, la première famille d'apprentissage, c'est ce fameux apprentissage supervisé. Puis, je pense que la meilleure façon de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, c'est de prendre l'exemple de la manière dont nous-mêmes nous apprenons lorsqu'on va passer des examens, par exemple, que ce soit pour rentrer à l'université, comme le TAJMAJ, le GMAT, le LSAT, ou ce genre de choses-là, ou le baccalauréat, ou même les examens standardisés pour les cégeps, etc. Comment est-ce que nous, les êtres humains, on étudie pour ça? En fait, on va prendre tout un tas de livres avec des exemples passés d'examens pour lesquels on a la solution. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez prendre tous les examens de GMAT, tous les exercices de mathématiques du GMAT depuis les 5 dernières années avec la solution dans des livres que vous achetez. Et en fait, la façon dont on réfléchit, c'est qu'on se dit qu'on va faire tout un tas d'exercices pour lesquels on a la solution. On va apprendre comment ces exercices, quelles sont les règles pour trouver les solutions de ces exercices sur les exercices pour lesquels on a la solution. Comme ça, le jour de l'examen, quand on vient avec un exercice pour lequel on n'a pas la solution, on va être capable de déployer ces règles pour déduire la solution. C'est exactement comme ça que l'apprentissage supervisé fonctionne. Donc ici, si on va sur les acétates, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais sur la matrice de gauche, ça c'est l'exemple de comment est-ce qu'on est capable de déduire le prix des maisons à Boston. Dans la matrice de gauche, finalement, dans la partie de gauche de la matrice de gauche, ce que vous avez, c'est les caractéristiques de votre problème de maths. Donc, le nombre de chambres, la superficie, le quartier, etc. Donc ça, c'est les caractéristiques de l'exercice de mathématiques. C'est les paramètres, si vous voulez. Et la réponse de l'exercice de mathématiques, c'est le prix de la maison. Donc, par exemple, on peut dire qu'une maison avec une chambre de 100 mètres carrés dans le quartier numéro 1, etc., avait un prix de 150 000 $. Okay, donc, en fait, ce qu'on va dire à la machine, c'est qu'on va lui donner peut-être un exemple on va lui donner 10 000 exemples de maisons, donc 10 000 exercices de mathématiques pour lesquels on a la solution, le prix de la maison, et on va lui dire, va déduire quelles sont les règles qui régissent le prix des maisons à Boston. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est lorsque vous allez ramener, et ça c'est la matrice de droite, lorsque vous allez ramener des nouveaux exemples de maisons pour lesquels vous n'avez pas forcément la réponse que vous cherchez, donc le prix de la maison, la solution de l'exercice de mathématiques, vous allez être capable de demander à votre algorithme de déployer les règles qu'il a apprises sur ces nouveaux exemples d'exercices de mathématiques. Comment est-ce qu'on s'en sert de cet apprentissage supervisé? On s'en sert pour faire de la prédiction et vous pouvez prédire plus ou moins tout et n'importe quoi, que ce soit un niveau d'inventaire, un besoin RH, la probabilité qu'un équipement fasse défaut, le besoin de recruter, la probabilité qu'un événement autre ait lieu, la probabilité que quelque chose soit une infraction, et ce genre de choses-là. Et un deuxième, ça va être l'inférence. Donc, qu'est-ce que c'est l'inférence? L'inférence, c'est lorsqu'on s'intéresse quasiment plus à l'impact de certains facteurs sur une prédiction que la prédiction même. L'exemple que j'aime toujours prendre, c'est quelle est la probabilité que moi, Johan Saba, j'aille manger chez McDonald's pour mon prochain repas? McDo s'en fiche que ça soit 0,2% ou 1%, surtout en période de lockdown. Pourquoi? Parce que même si c'est un multiplicateur de 5, ce qui va les intéresser le plus,
c'est plus de savoir quel est le fait que je sois un homme dans la vingtaine, avec un certain niveau de revenu, vivant à une certaine distance de McDo, etc. Quel est l'impact de tous ces facteurs sur ma probabilité d'acheter? Pourquoi? Parce qu'après, ils vont être capables justement de s'en servir pour mieux me targeter à travers leur marketing, etc. Prenons un exemple très concret, la survie du Titanic. Donc ici, c'est un exemple un peu pour comprendre ce qui se passe et comprendre la puissance de l'inférence. Ici, l'exercice de mathématiques qu'on a donné à l'ordinateur, c'est toutes les caractéristiques des passagers du Titanic. Donc le sexe, l'âge, la classe, le quai d'embarquement, la destination, etc., l'ethnie et autres. Et la réponse de l'exercice de mathématiques, c'est est-ce que la personne a survécu ou non? Et on a demandé finalement à l'ordinateur de nous donner quelles sont les meilleures règles pour distinguer les deux. Et ici, ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'on est capable de se rendre compte que la machine, la première variable qui nous dit qui impacte le plus vos probabilités de survie, c'est votre sexe. Pourquoi? Parce que le jour du Titanic, on a dit les femmes et les enfants d'abord. Donc, en fait, on est capable de commencer à redessiner le processus qui s'est vraiment passé. Sauf que si cette règle s'appliquait vraiment, on pourrait se dire que la deuxième variable qui impacte le plus, c'est l'âge. En fait, ce n'est pas le cas. Les données nous montrent que la variable qui impacte le plus après, c'est la classe. Okay, donc, en fait, si vous étiez une femme en première classe, vous aviez quasiment 100% de chances de survie au Titanic, ce qui paraît un peu contre-intuitif quand on a vu le film. Après, si vous étiez un homme en troisième classe, c'était généralement beaucoup plus sinistre. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant ici, c'est que si je vous disais que je suis sur le point de vous téléporter sur le Titanic dans 10 minutes le soir du naufrage et que vous devez créer un personnage, on va tous faire une femme de 22 ans en première classe et on va être capable de survivre. Donc, en fait, on est capable de comprendre quels sont les facteurs qui vont influencer l'événement et on va être capable, nous, en tant que gestionnaire par la suite, de prendre des décisions pour optimiser notre résultat. Quelques exemples de l'apprentissage supervisé, puis je vais en prendre d'autres vers la fin de la présentation plus appliquées. Vous pouvez en servir pour classifier des documents, donc des emails, des rapports, des tickets TI, ce genre de choses-là. Vous pouvez faire de la prédiction de probabilité d'événements. Donc, par exemple, qu'une machine tombe en panne, ce genre de choses-là. Quelles sont toutes les machines qui vont tomber en panne dans les 2 prochaines semaines? Comme ça, j'arrête mon usine seulement une fois. La prédiction d'avoir des ruptures de stock, etc. De la détection de fraude dans plus ou moins tout le type de contrat que vous pouvez avoir. Et la prédiction d'une valeur continue, par exemple, un niveau d'inventaire, un niveau de cash, le besoin en staff ou toujours de choses-là. Donc maintenant, passons à la deuxième famille d'apprentissage machine que j'ai mentionné, qui est le fameux apprentissage non supervisé. Donc dans le contexte de l'apprentissage non supervisé, c'est un petit peu différent. On va faire face en fait à… donc dans l'apprentissage supervisé, on avait un problème de mathématiques pour lequel on cherchait la solution. Dans l'apprentissage non supervisé, en fait, on va émettre l'hypothèse que le jeu de données qu'on a en face de nous a une structure et on va essayer de la faire émerger. Donc, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est imaginez-vous que vous êtes dans une clinique, par exemple de radio-oncologie ou autre, et que vous devez mettre vos patients, vous devez les endormir pour faire certains traitements sur eux, ou d'endoscopie ou autre. Et vous ne savez pas exactement est-ce qu'il y a des grands types de personnes que vous devez traiter différemment, anesthésier différemment dans votre groupe de données. Vous avez 3 grandes variables sur vos patients, l'âge, la taille, le poids, par exemple. Et après, quand vous faites une analyse non supervisée de regroupement et que vous faites un graphique avec, vous avez l'image qui apparaît sur l'écran ici. Peut-être que le groupe des personnes en gris, ça va être la maison de retraite. Donc, ça va être des gens qui ont 85 ans en moyenne, qui font 1,55 m et qui font 52 kg. Et de l'autre côté, les gens en orange, c'est l'inverse complet, c'est l'équipe de basket. Donc, c'est 22 ans en moyenne, 2,10 m, 125 kg. Et donc, on se rend compte que pour faire dormir les joueurs de basket, on va devoir leur donner du tranquillisant pour cheval. De l'autre côté, si vous donnez ça à une personne à la maison de retraite, elle ne se réveillera jamais. Et donc, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne connaissait pas forcément les différents groupes de personnes qu'on avait à l'intérieur de notre dataset. On ne savait pas qu'on pouvait les identifier. Là, on est capable de les faire ressortir. Et maintenant qu'on les a fait ressortir, on est capable de les traiter différemment et mieux. Alors, comment est-ce qu'on se sert de l'apprentissage non supervisé? Donc, comme je l'ai dit, il y a toutes les analyses de regroupement. Puis, comme on va le voir, vous pouvez regrouper tout et n'importe quoi. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle la réduction de dimensionnalité. Alors, qu'est-ce que c'est la réduction de dimensionnalité et pourquoi c'est utile? La réduction de dimensionnalité, la meilleure façon de le comprendre, c'est un peu comme lorsque vous aviez un examen. Je suis sûr que vous avez tous eu des examens, par exemple en école d'ingénierie ou ailleurs, où on vous a donné un énorme livre de 500 pages et puis après on vous a dit vous avez le droit de ramener une page recto verso le jour de l'examen. Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaye d'écrire tout petit avec des codes couleurs et tout, mais ça ne marche pas. Donc la prochaine étape, c'est que vous allez retourner dans le livre de 500 pages et vous allez extraire les phrases, les équations clés, etc., que vous allez faire tenir dans votre page de papier recto verso.
Donc oui, vous allez perdre de l'information dans ce processus. Vous saurez plus c'est qui l'auteur du livre, en quelle année il a été écrit, etc. Par contre, vous allez avoir capturé l'information clé qui va vous permettre de reconstituer la majeure partie de l'information des 500 pages seulement à partir d'une page recto verso. C'est exactement ça le concept de la réduction dimensionnalité. Pourquoi est-ce que c'est utile? Imaginez-vous, je vais vous prendre un exemple concret. À un moment, on a travaillé avec ABB, ArcelorMittal, dans une de leurs mines dans le nord du Québec. Dans la mine, il y avait plus de 130 000 capteurs live. Donc 130 000 capteurs qui donnent des données en permanence. Imaginez-vous donner un dashboard à la personne responsable de la mine avec 130 000 choses qui clignotent en temps réel pour lui dire comment sa mine fonctionne. Personne n'en veut. Pareil, si vous allez voir un médecin et que vous lui dites qu'il y a 2000 facteurs qui influencent votre espérance de vie, il ne va jamais être capable de les traiter en 20 minutes. Par contre, si vous lui dites qu'il y a peut-être 6 facteurs qui expliquent 70% de la mortalité des gens qui sont dans votre condition, on va être capable de mieux les gérer. Si je suis capable de créer des nouveaux facteurs qui sont capables d'expliquer 80% de la variance dans vos processus industriels, là, vous allez être capable de vous concentrer dessus beaucoup mieux que si je vous dis qu'il y en a 50, mais que j'ai capturé l'intégralité de la variance. D'où l'utilité de la réduction dimensionnalité. Alors, comment on se sert de l'apprentissage non supervisé? On peut s'en servir pour la détection d'anomalies, donc essayer de faire sortir des choses qui ne devraient pas être là. Donc, par exemple, les erreurs d'entrée quand on fait des fautes de frappe, les systèmes défectueux, particulièrement dans le 4.0, parce que tout le monde parle des détecteurs, etc., comme si c'était des sources de données quasiment bibliques qui ne se trompaient jamais. Ce n'est pas le cas. Il y a des détecteurs qui peuvent tomber, qui peuvent commencer à se détacher, qui peuvent vibrer, qui vont commencer à avoir juste la sensibilité de leur capteur qui diminue à travers le temps. Donc, c'est important d'être capable de les flaguer. On va voir tout ce qui tourne autour de la réduction de dimensionnalité, comme j'ai expliqué, pour trouver les facteurs qui impactent vraiment la production et qui nous intéressent, qu'on peut contrôler. On va voir toutes les analyses de regroupement. Là, on peut regrouper des personnes, des employés, des produits, des comportements, des clients, etc. Et aussi, on peut essayer de s'en servir pour trouver des éléments similaires. Donc, par exemple, vous avez un type d'équipement ou un type de bien qui a été produit. Vous pouvez essayer de chercher les biens qui sont le plus similaires pour savoir comment est-ce qu'il va se comporter par la suite. C'est une méthode pour le faire. Alors maintenant, prenons une étude de cas un petit peu de… Donc, on a vu un petit peu c'est quoi les données massives, on a vu un petit peu c'est quoi l'apprentissage machine. Là, c'est très condensé parce qu'on n'a que 45 minutes, mais je pense que ça donne déjà quelques notions. Regardons un petit peu comment est-ce que les organisations, en tout cas, quelle est la méthodologie que nous, on privilégie pour essayer de l'intégrer dans les organisations. Et encore une fois, c'est la méthodologie qui est faite avec le HubIA de façon subventionnée à assez fort niveau par différents poches de budget qu'on va chercher pour vous, mais c'est une méthodologie qui est facile et qui peut être intégrée vraiment dans toutes les organisations. Là, je vais prendre un exemple du CHUM, on l'a aussi fait avec la Banque centrale du Canada, etc., à un niveau vraiment très transversal, mais on l'a aussi fait avec 2 PME en ce moment à travers le HubIA, donc c'est vraiment adaptable à tous les niveaux. Puis vous allez le voir, je pense que ça va ressortir aussi. Donc la première étape, je pense, qui est très importante pour intégrer l'intelligence artificielle chez vous, c'est de commencer par de la formation. Puis, félicitations, vous êtes dans une formation. Donc, c'est vraiment d'essayer de comprendre quel est le rôle de l'intelligence artificielle en général, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Et de comprendre qu'en fait, ce n'est pas de la magie, c'est juste une technologie et qu'il faut s'en servir pour régler des problématiques d'affaires. Une fois que ça s'est fait, la prochaine étape dans cette même phase, c'est l'idéation. Donc, c'est de s'asseoir et de re-regarder ces processus et d'y réfléchir un petit peu pour se dire un petit peu où est-ce que je vais être capable de mettre en place l'intelligence artificielle chez moi pour créer de la valeur. Quelles sont mes sources de valeur potentielles? Il ne faut jamais se dire qu'on va faire de l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle. Il faut toujours le voir comme un outil pour créer de la valeur à partir d'autres processus. Une fois que vous avez fait l'idéation un petit peu en interne, puis il y a des ateliers avec de la méthodologie pour ça, là, vous allez être capable justement de faire un petit peu un appel à idées au travers de vos différents membres dans l'organisation. Lorsque vous êtes dans une grande organisation comme le CHUM ou la Banque du Canada, vous en avez 50, 100, 150. Lorsque vous êtes dans une PME, vous en avez peut-être 4, 5, mais il n'y a pas besoin de 1000 cas d'usage pour être capable de trouver le premier, d'en faire un qui fonctionne et en garder les leçons acquises. Une fois que vous avez fait un appel à idées, vous avez identifié peut-être 4, 5 ou peut-être même plus 10, 20 opportunités pour intégrer l'intelligence artificielle chez vous. La prochaine étape, c'est de structurer ces idées en projets. Il y a une très grosse différence entre une idée et un projet en intelligence artificielle. Donc, une idée, ça va tourner autour de et si on automatisait ça et si on faisait de la maintenance préventive. Un projet, c'est on va s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus concret. Donc, par exemple, quel est votre processus actuel pour faire de la maintenance? Quel est le processus désiré pour faire de la maintenance? Si je mettais en place ce processus-là, quels seraient les gains? Quel est le ROI que vous pensez tirer pour qu'on soit capable de le comparer avec les coûts de développement? Quels sont les systèmes sur lesquels on va avoir des dépendances, donc desquels on doit tirer des données? Quelles sont les données que vous avez à votre disposition pour faire ce type d'application que vous souhaitez? Et tout un tas d'autres questions qu'on va se poser en fait
pour vraiment essayer de réduire le risque et au lieu de partir explorer des idées qui pourraient être dangereuses, avoir un projet très structuré sur lequel on est quasiment sûr d'avoir un ROI directement. Une fois que vous avez une idée, que vous l'avez structurée, on a fait déjà 2 ateliers, c'est très bien, mais on n'a jamais vu les données. Et comme je l'ai mentionné, il ne peut pas y avoir d'apprentissage machine sans avoir de données. Donc l'étape suivante, c'est de faire ce qu'on appelle un audit de données. Et ça, c'est exactement la même chose que lorsque vous allez au frigo pour sentir la bouteille de lait pour savoir si c'est encore correct. On va ouvrir les datasets et en fait, généralement, il y a deux possibilités. Soit on va se rendre compte que les données sont d'assez bonne qualité pour qu'on soit capable d'aller de l'avant avec l'application, soit on va se rendre compte que ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, ça a quand même énormément de valeur pour les organisations, même si parfois elles sont un petit peu tristes. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'améliorer vos processus de collecte de données. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, dans 5, 10 ans, 15 ans, vous aurez exactement les mêmes problèmes, vous allez toujours perdre en compétitivité. Donc c'est important justement de se rendre compte à la fin d'un audit de données, soit on améliore son processus de collecte de données et on améliore la façon justement dont on est capable de suivre ses activités, soit on va être capable de passer à l'étape suivante. Okay. Des exemples de flags qu'on a déjà vus en travaillant un petit peu, par exemple, on travaille dans la santé, vous allez trouver des gens qui ont des âges négatifs, des gens qui sont nés au Moyen-Âge, des gens qui ont changé de sexe 3-4 fois dans la même année, enfin, non, je pense que c'est au cours de 2 ans. Donc, on se rend compte qu'on peut trouver des erreurs et c'est important de les attraper à ce moment-là pour être capable de bien les traiter lorsqu'on va passer dans le déploiement, enfin dans la preuve de concept et le déploiement après. Donc, une fois que vous avez un projet qui est bien structuré, qu'on a checké la qualité des données, la prochaine étape, c'est la preuve de concept. Et l'idée derrière une preuve de concept, c'est relativement simple, c'est de se dire qu'on va se concentrer vraiment sur le cœur de l'application que vous voulez faire et on va se donner une fenêtre de temps de maximum 3 semaines pour être capable de prouver que c'est faisable. Donc, on ne veut pas le meilleur résultat du monde, mais on veut au moins être capable de démontrer qu'en 2-3 semaines de travail, sans investir plus que ça, on est capable de montrer qu'on pense que ce qu'on va faire, c'est possible et qu'on va être capable de capturer un ROI. Donc, par exemple, si, puis je vais prendre des exemples plus tard, mais si vous êtes capable de prédire combien d'inventaires vous devez envoyer dans vos différents entrepôts à travers le Canada, à travers de votre entrepôt core au début, vous devez être capable de peut-être le faire sur 3-4 produits dans 2-3 régions du Canada. Si vous êtes capable de le faire pour ça, c'est probable que vous serez capable de le généraliser. Si vous n'êtes pas capable de le faire pour ça, pour vos plus grandes régions et vos produits les plus populaires, c'est très probable que vous ne soyez pas capable de le faire pour le reste. Donc, encore une fois, ici, dans la preuve de concept, on se concentre sur le cœur vraiment de l'application et on va essayer de démontrer sa faisabilité le plus vite possible pour réduire encore une fois les risques parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, ça ne sert à rien d'investir plus. Si vous êtes capable de le faire, là, on va être capable de s'asseoir et c'est la dernière étape. On va s'asseoir et en fait, on va commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on est capable de prendre cet outil, maintenant qu'on sait à quoi il va ressembler beaucoup plus concrètement, et de regarder comment est-ce qu'on serait capable de déployer chez vous pour créer de la valeur chez vous. Donc, c'est un peu l'idée, puis comment votre processus vont changer, etc. Pour donner un exemple, encore une fois, à très haut niveau de ce qu'on a fait au CHUM avec eux, on a fait de la formation, on avait inauguré leur école de l'intelligence artificielle en santé, on avait récupéré des idées avec les processus que j'ai décrits plus tôt, on en avait récupéré 53. Sur les 53, on en a structuré 23. Sur les 23 idées structurées, on a fait des audits pour 6 projets. Dans les 6 projets, on en a sélectionné 3 pour faire des preuves de concept. Il y en a un qui a été mis en déploiement. Il y en a un autre où on a fait des transferts d'outils qu'on avait créés justement pour leurs équipes internes. Et puis, il y en a un autre, en fait, où on est encore en attente des données d'un de leurs fournisseurs. Donc, euh, basé là-dessus, je vais prendre quelques exemples concrets de types d'applications qui peuvent ressortir de ce type de démarche-là. Et je pense que je vais les prendre le plus haut niveau possible pour que vous puissiez voir et essayer de regarder à quoi ça pourrait ressembler chez vous. Le premier, c'est on a fait de la classification. Donc, ça, c'était pour une grande organisation. Ils ont un gros département de TI qui traite des milliers de tickets TI par an. Là, donc, par exemple, ma souris ne marche pas ou le serveur est brisé, etc. Et ils doivent les trier, les rediriger, puis aussi les escalader en fonction des degrés de gravité. Donc, en fait, l'idée ici, c'était est-ce qu'on est capable d'utiliser de l'apprentissage machine pour automatiquement trier et escalader les tickets très problématiques à travers leur service de TI. Et l'outil qu'on a été capable de créer, c'était de trier correctement 90% des tickets pour éviter d'avoir des problématiques de risque, etc. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un outil d'aide à la décision pour la personne qui triait les tickets à la main toute la journée. Donc, la personne a toujours son emploi, etc. Mais aujourd'hui, son travail est beaucoup plus simple et elle est capable de se concentrer sur les tickets qui sont plus graves et justement d'escalader les cas problématiques. Le suivant, c'est la prédiction des besoins personnels. Donc là, c'est avec une clinique en radio-oncologie. Ils ont des rendez-vous des semaines à l'avance. Un problème qu'ils ont, c'est que parfois, ils doivent prévoir leur calendrier pour leur main-d'œuvre jusqu'à 2 semaines à l'avance. Mais le problème, c'est qu'ils bookent des rendez-vous en continu. Puis parfois, il y a des salles qui sont fermées pour de la maintenance, etc. C'est du personnel technique et autres. Et donc, en fait,
Parfois, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des journées qui finissent à 15 heures et dans d'autres, ils doivent repousser des rendez-vous de personnes qui ont le cancer et qui ont besoin de leur traitement absolument parce qu'ils ne sont pas capables de bien le calculer. Donc, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on est capable, avec de l'apprentissage machine, de prédire la demande en personnel à un certain délai à l'avance. Puis, on a été capable de prédire jusqu'à 6 semaines à l'avance le premier rendez-vous et le dernier rendez-vous de la journée. Donc, on a un petit peu massagé la problématique pour que ça marche bien en apprentissage machine, justement avec de la traduction d'affaires. Et on était capable, en fait, lorsque vous prédisez le début et la fin de la journée d'une personne, vous êtes capable de prédire finalement vos chiffres de RH. Et donc, on a été capable de prédire tout ça jusqu'à 6 semaines à l'avance. Et maintenant, les cliniciens s'en servent, le chef de la clinique s'en sert justement pour faire le planning de ces techniciens. Et ça peut être fait justement dans les usines, etc., de manière tout aussi libre. Après, un autre, c'est l'optimisation. Donc ça, c'est plus dans les industries lourdes et justement tout ce qui va toucher un petit peu c'est pas exactement manufacturier, mais c'est un petit peu avant là, l'optimisation d'un cycle de dynamitage d'une mine. Donc, par exemple, ça, c'était l'exemple que j'avais pris tantôt lorsqu'on avait commencé à regarder avec ArcelorMittal et ABB. Ils ont une mine de fer à ciel ouvert dans le nord du Québec. Le concasseur au milieu de la mine génère 300 000 $ d'output par heure, donc c'est vraiment énorme. Et la machine peut s'arrêter à partir du moment où il n'y a plus de minerai dynamité pour rentrer dedans. Puis pour dynamiter du minerai, il faut faire entre 600 et 700 trous. Et ça prend entre 45 minutes et 1 heure et demie en général. Et en fait, il se posait la question, est-ce qu'on est capable d'optimiser et de prédire exactement combien de temps ça va prendre? Parce que sinon, parfois, le concasseur est à court de minerai à broyer. De l'autre côté, on va avoir des problèmes parce que s'il faut ramener toutes les drills qui coûtent 9 millions de dollars chaque pour faire plus de trous plus vite, etc. Bref, il y a de l'optimisation à faire. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette problématique-là, et c'est un exemple que j'aime beaucoup, c'est que oui, on a prouvé qu'on était capable de prédire plus exactement, lui donner des fenêtres de 45 minutes, donc 45 minutes à 1 heure et demie sur 600-700 trous. Donc, ça fait vraiment une variance énorme à la fin. On est capable d'être beaucoup plus précis. Et surtout, ce qui était intéressant, en fait, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que leur vrai problème, ce n'était pas un problème de prédire des trous, c'était que de temps en temps, la machine brisait. Donc, la tête de la perceuse, si vous voulez, là, en termes assez abstraits, brisait. Et ce qui se passait après, c'était qu'en fait, la machine attendait jusqu'à 2 jours à côté du trou. Et donc, en fait, on a shifté la problématique. Ça a été transformé en une problématique, oui, de prédiction de temps de faire des trous, mais aussi de maintenance préventive. Et si vous êtes capable d'avoir la pièce à côté de l'engin pour pouvoir le changer tout de suite, bah, vous économisez parfois jusqu'à 2 jours de temps que la machine attend sur le bord du trou à faire. Finalement, un autre exemple, je pense que c'est le dernier qu'on va prendre aujourd'hui, c'est l'exemple de l'optimisation d'une chaîne d'approvisionnement. Donc, ça, c'est l'exemple que j'avais pris par exemple avec l'organisation au Canada. Ils devaient distribuer 5 produits très sensibles. Là, donc c'est une chaîne d'approvisionnement assez très, très sécurisée, etc. Puis les biens en retard doivent se déplacer en avion, tout est sous fourgon assez sécurisé, etc. Ils doivent le distribuer dans 41 hubs à travers le Canada. Et donc, à cause de la sensibilité de la chaîne d'approvisionnement et du produit, lorsque vous surestimez la quantité de produits, ça coûte très cher de les storer à l'arrivée. Lorsque vous sous-estimez la quantité, vous devez envoyer les manquements par avion, donc ça coûte très cher aussi. Et donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable justement de prédire la quantité de produits à envoyer dans chacun des hubs au Canada et puis ils font des shipments toutes les semaines. Est-ce qu'on est capable de le faire une semaine ou même 2-3 semaines en avance, prédire cette quantité-là? Et ça, on a été capable justement de faire un outil qui est capable de prédire. On a amélioré leur outil qu'ils utilisaient à l'heure actuelle pour prendre leurs décisions de plus de 20% en termes de précision. Puis maintenant, on est capable même de leur faire des horizons différents de 1 semaine, 3 semaines, etc. pour vraiment être capable de prédire combien est-ce qu'il faut envoyer de ces produits-là à travers le Canada. Et donc ça, encore une fois, dans le milieu manufacturier et autres, c'est tout à fait transposable à d'autres éléments de la chaîne d'approvisionnement ou même dans la chaîne d'approvisionnement d'un manufacturier, dans l'entreposage, etc. Alors maintenant, peut-être justement revenir un petit peu dans le cadre du UBI et pourquoi est-ce que je pense que c'est vraiment une belle opportunité pour les PME québécoises. Dans le contexte du UBI, en ce moment, le modèle de base, c'est qu'on fait payer un membership annuel aux entreprises qui veulent en faire partie. Puis l'idée générale, c'est dans ce membership, il y a 3 preuves de concept qui sont incluses avec tous les ateliers que vous voulez faire pour votre organisation, etc., pour vous aider là-dedans. Donc, c'est très sponsorisé parce qu'on allé chercher de l'argent au nom de Scalia, etc., au nom des PME qui ont du mal parfois à aller chercher ces poches de financement où on a besoin de connaissances techniques pour aller faire les demandes. Et donc, dans le contexte du ABA, en fait, ce qu'on offre, c'est tout jusqu'à la preuve de concept. Donc, c'est les ateliers, formation, idéation, structuration, les audits de données, les preuves de concept. Donc, pour 30 000 pièces par an, c'est 3 preuves de concept par an par organisation. Et après, en fait, ce qu'on fait, c'est que pour l'implémentation, on va vous aider à aller bâtir vos dossiers pour aller chez InvestAI. Et juste que vous sachiez, InvestAI, c'est 50% de financement de tous vos projets jusqu'au déploiement d'intelligence artificielle.
jusqu'en 2023, jusqu'à 1 million de dollars d'aide par entreprise. Donc, pour donner un exemple concret, là, on a une PME qui justement est en train de finir leur preuve de concept. Ils ont un projet d'implémentation à 120 000 dollars. Ils vont probablement récupérer 60 000 dollars de la part des poches du gouvernement. Et puis là, en fait, on les aide justement à faire toute cette demande-là après la preuve de concept. Et là, à l'heure actuelle, justement, on fait une offre un petit peu spéciale parce que le Hub IA est assez récent. On offre une première preuve de concept avec tous les ateliers, etc., pour les PME québécoises à 15 000 pièces. Puis donc, du coup, on fait tout jusqu'à la preuve de concept où il y a du code, etc., puis c'est votre propriété intellectuelle. Puis après, on vous amène pour structurer votre projet vers l'implémentation et le déploiement dans vos infrastructures. Donc, c'est là où je pense que ça peut être très intéressant pour les PME. Puis juste que vous sachiez, il y a énormément de poches de financement à aller chercher, que ce soit InvestAI que j'ai mentionné, que ce soit Scale AI, puis il y en a encore d'autres qui sont liés, par exemple, le Paris et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est à peu près tout. Puis encore une fois, on a Jean-Philippe Poulain qui est à la tête du Hub IA, qui est intégré dans le Syntec et dont nous, on est seulement partenaire, qui est aussi ici, qui pourra répondre à des questions aux besoins. Et puis, je pense que là-dessus, Sybille, on va pouvoir ouvrir un petit peu aux questions s'il y en a. Merci, Joanne, pour cette belle présentation. Donc, on va passer à la période de questions. Pardon. Donc, pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de présentation, vous avez une section juste en bas de votre écran, Q et R. Donc, vous avez juste à écrire votre question et je me ferai donc un plaisir de la poser donc à Joanne. On a déjà une première question, Joanne, de la part de Monsieur Silvera. Donc, bonjour. Que faire pour devenir un traducteur en affaires? Ça, je pense que c'est une excellente question. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un très bon choix de carrière à l'avenir. En fait, en général, puis je peux prendre même mon background pour moi, ce qui se passe, c'est que soit ça va être quelqu'un du business qui va vraiment s'intéresser à toute la partie technologique, soit ça va être la partie technologique qui va venir s'intéresser au business. Mais ce que ça prend essentiellement, en fait, c'est des très grosses capacités de vulgarisation et beaucoup d'empathie pour essayer d'être capable de comprendre les problématiques d'affaires. Donc, par exemple, moi, je suis plus parti du côté technique vers le business. Je suis parti du côté technique en finance, donc j'avais quand même aussi deux, trois idées de ce que c'est un ROI, etc. Mais vraiment du côté statistique et autres, pour me plonger dans l'apprentissage machine. Et aujourd'hui, en fait, lorsque moi, je vais travailler avec des experts des industries, par exemple, si on reprend ABB, avec qui on a un gros partenariat en mining, j'ai des experts d'ABB. Donc, moi, je ne suis pas 100% traducteur d'affaires. En fait, c'est un peu un rôle qui est partagé. Moi, je vais leur expliquer qu'est-ce que c'est l'apprentissage machine. Eux vont m'expliquer c'est quoi une problématique en mining, comment est-ce qu'une mine fonctionne, etc. Quels sont les problèmes d'affaires qu'eux, ils voient. Et on va vraiment avoir un dialogue. Pour vraiment devenir un traducteur d'affaires pur, et donc généralement, vous allez seulement travailler dans un seul domaine qui est le domaine dans lequel vous êtes expert. Nous, dans notre équipe, par exemple, CCDR, on en a une. C'est une ancienne médecin de famille qui s'est reconvertie à l'apprentissage machine. Donc, elle, par exemple, elle est capable d'être 100% traductrice d'affaires dans le milieu de la santé parce qu'elle est capable de comprendre les besoins du corps humain, etc., et d'essayer de les retrouver dans ces données. Mais si vous voulez vraiment être traducteur d'affaires pur, encore une fois, ça va prendre généralement des backgrounds pluridisciplinaires et beaucoup d'expérience, puisqu'il faut encore une fois le côté technique, apprendre à coder, les statistiques et l'expertise d'un domaine, et même un petit peu d'expertise TI si possible. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ce serait ça. Merci. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour le moment, donc n'hésitez pas à les taper dans la section Q et R. Joanne est à votre disposition pour y répondre, donc n'hésitez pas, c'est le moment. On va patienter quelques instants. Avec plaisir, puis il y aura aussi un formulaire de suivi, etc. Puis si vous êtes trop timide, on pourra s'en parler offline avec plaisir. Je sais que parfois il y a des gens qui sont un peu timides, mais surtout n'hésitez pas. Plusieurs PLC éparpillés géographiquement. Alors, la prochaine question. Plusieurs PLC éparpillés géographiquement, est-ce que des logiciels de regroupement de données ou SCADA sont nécessaires pour accumuler les données qui doivent être ensuite analysées par l'intelligence artificielle? Ça, je pense que c'est une excellente question. Donc, en fait, il faut se rendre compte que la donnée, c'est vraiment c'est un peu comme une chaîne de valeur. Donc, ça part de sa collecte jusqu'à sa transformation, son transport là, dans les ETL, son storage, son entreposage et sa valorisation au travers de l'intelligence d'affaires ou de l'intelligence artificielle. Donc, oui, en général, c'est nécessaire de rendre sa donnée disponible dans les organisations si vous voulez aller vers de l'intelligence artificielle. Moi, ce que j'ai tendance à recommander fortement aux organisations, c'est partez toujours de votre problématique d'affaires. Okay, donc, partez de votre problématique d'affaires, trouvez un cas d'usage sur lequel vous avez beaucoup de ROI potentiel et regardez quelles sont les données dont vous allez avoir besoin pour générer la valeur ajoutée.
Ensuite, avant d'entreprendre tous les branchements techniques vraiment dans vos BD directs en live pour tirer les données, les entreposer quelque part et les rendre exploitables dans un truc centralisé, une espèce de data lake si on veut là, ce que je conseille aux gens, c'est faire des extractions et basé sur ces extractions, après, faire vos premiers tests, vos premières preuves de concept. Et si vous voyez qu'il y a une valeur suffisante et que ça vaut vraiment la peine, après, vous allez investir justement dans tous les câblages TI pour faire la suite parce que vous allez être beaucoup plus motivé à le faire que si vous faites une énorme transformation de tous vos systèmes, vous entassez toute la donnée à un endroit, vous payez des centaines de milliers de dollars et vous avez beaucoup de mal à montrer un ROI. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de projets de data lake qui fonctionnent mal parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé, on a du mal à voir le ROI, donc on bâcle un peu. Il y a même une deuxième problématique que j'aurais tendance à ramener avec ça, c'est il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas forcément beaucoup joué avec leurs données par le passé et qui ne savent pas nécessairement encore comment est-ce qu'on peut créer beaucoup de valeur avec. Je vais donner un exemple. On a travaillé avec une grande entreprise d'assurance qui faisait beaucoup de tableaux de bord. Et donc, en fait, par exemple, ils mettaient leurs algorithmes pour savoir combien d'emails ils avaient envoyés le mois dernier, combien d'appels ils avaient fait, puis combien de renouvellements de politique d'assurance ils avaient fait. Puis après, ils sont venus nous voir pour faire un petit peu d'apprentissage machine chez eux. Et ils avaient commencé à transférer leurs données quelque part. Mais en fait, ils agrégeaient toutes leurs données par mois, etc. Parce que c'est comme ça qu'ils l'avaient fait par le passé. Sauf que nous, en apprentissage machine, le cas d'usage qu'on voulait faire était beaucoup plus précis. C'était d'essayer d'optimiser la façon dont on va renouveler un membre, donc avec un email, avec un appel, etc., en fonction de son profil, de sa probabilité, etc. Le problème, c'est que pour ça, j'ai besoin de données désagrégées. Et donc, c'est là où ça devient d'autant plus important en fait, d'avoir commencé à comprendre comment on va utiliser ces données avant de faire la transition des données vers une base de données pour l'exploiter et faire des applications live d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense que c'est comme ça que je fais. Alors, j'ai une autre question. On parle de quoi comme investissement pour une telle transition? Ça va dépendre vraiment. Puis encore une fois, moi, je suis très partant de faire les choses au fur et à mesure. C'est-à-dire que je n'aime pas beaucoup les projets que j'appelle, entre guillemets, les projets usine à gaz. C'est-à-dire des projets, on va se dire qu'on va mettre 8 millions de dollars sur la table, on va déplacer tous nos datasets, puis après, on va trouver faire quelque chose avec, etc. Moi, j'ai tendance à être un très fort supporter des méthodes itératives, agiles, etc. Donc, si tu prends un projet défini, puis je peux te prendre par exemple un projet qu'on est en train de faire avec le Hub IA. Donc, ça, c'est une entreprise qui a une application web sur son site internet, puis qui veut qu'on fasse des plugins pour un système de recommandation, etc. Je pense que de A à Z à peu près, puis il y a de la bonification de données, il faut créer une API, une infrastructure séparée, etc. Machin, avec tout l'apprentissage machine qui va par-dessus. Je pense que tu en as à peu près pour entre 100 et 150 000 pièces pour le cœur de cette application-là. Et puis encore une fois, si tu vas chercher 50% des financements, tu es capable de diminuer ça à peu près à 75 000 pièces. Puis le truc, c'est qu'une fois que tu as fait ton infrastructure TI, et puis c'est vraiment là que l'essentiel des coûts est, c'est-à-dire de transférer ces données au bon endroit la première fois, créer les infrastructures de déploiement, etc., mettre à jour tes modèles et améliorer en continu les algorithmes et les fonctionnalités que tu as créées, coûte beaucoup moins cher. Donc, tu as un premier frais de transition, de lavage de tes données, etc. Puis après, le reste, ça va être beaucoup plus itératif. Donc, une application comme ça, en allant se plugger dans des bases de données, etc., tu en as à peu près pour 150 000 pièces. Si tu dois faire des applications avec des interfaces utilisateurs, etc., ça peut monter plus haut. Par contre, si tu fais des applications qui sont encore plus discrètes, qui se mettent dans une base de données, par exemple, si tu as déjà tout un tas de bases de données SQL et que tu veux juste faire une prédiction de quelles sont les machines à maintenir, etc., ou c'est quand la prochaine failure, tu vas même être capable de faire des projets encore moins chers que ça. Donc, c'est vraiment très… je sais que ce n'est peut-être pas une réponse satisfaisante, mais c'est très hétérogène. Ça dépend vraiment. Est-ce que tu as besoin de revoir ton processus, de faire une interface utilisateur, etc. Mais encore, toujours, moi, ce que j'ai tendance à recommander, c'est d'être très chirurgical quand on fait ce type d'application et itératif. Alors, j'ai une autre question. Donc, le développement d'IA semble coûter cher pour les PME. Est-il possible de développer en partenariat avec d'autres PME manufacturières? Quel type de projet se prête le mieux pour le développement en partenariat entre manufacturiers? Ça, c'est une excellente question. Puis, on a déjà fait des trucs comme ça avec des PME, du co-développement, puis du partage de propriété intellectuelle. Puis, comme ça, on charge moins cher. Puis, on va charger aussi à d'autres PME. Ça diffuse un peu le coût de développement. Mais en fait, il y a plusieurs points à prendre en compte lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle. Le premier, c'est qu'il faut comprendre que les données sont un produit dérivé de vos processus. Et donc, si deux PME manufacturières ont des processus très différents, pardon, elles vont avoir des données très différentes. Et parce que vous avez des données différentes, vous allez avoir besoin d'applications d'intelligence artificielle différentes et faites assez sur mesure. Donc ça, je pense que c'est un premier point à prendre en compte. Donc ça va limiter les capacités de généralisation et de mise en commun. Le deuxième, c'est qu'il faut savoir que l'intelligence artificielle, généralement,
ça va être très, très proche des avantages compétitifs des entreprises. Donc, dans certains cas, dans certaines organisations, lorsqu'on fait des algorithmes en particulier, par exemple, j'ai pris l'exemple d'ArcelorMittal. ArcelorMittal nous ont même pas laissé implémenter chez eux, etc. Ils ont pris toute la solution qu'on a fait, ils l'ont pris pour eux, ils ont tout fait chez eux et ils veulent qu'on dise à personne exactement le détail de comment ça fonctionne parce que c'est très proche de leur efficience opérationnelle qui est très proche de leur avantage compétitif dans l'industrie. Donc, en fait, ce qui est très, très important, c'est de découvrir les bons cas d'usage. Après, il y a des cas d'usage dans lesquels on va être capable de généraliser un petit peu plus, puis de faire ce que nous, on appelle cette espèce de semi-custom. C'est-à-dire que ça ne va pas être une solution purement copier-coller. Donc, on peut vraiment généraliser très facilement à tout le monde. Mais ça va être plus que c'est des approches qui sont réutilisables. Et donc, en fait, c'est trouver ce type de problème-là que beaucoup de PME, il y a beaucoup de PME auxquelles elles font face, enfin, qui font face à ce problème-là, pardon, et essayer de créer un outil assez versatile qu'on peut adapter un petit peu pour chacune des PME et essayer de le développer un petit peu en partenariat ensemble. Donc, pour donner un exemple de produit qu'on est en train de faire un petit peu dans cette veine-là, on est en train d'en faire un, par exemple, pour le traitement des PDF et du texte, parce que c'est un problème, puis on fait ça un petit peu au niveau légal, là, dans le Legal Tech, parce que c'est un problème que beaucoup d'entreprises ont dans le domaine justement légal. Les cabinets d'avocats traitent énormément de documents, ils ont des processus assez similaires dépendamment du type de plainte qu'ils font. C'est jamais exactement les mêmes, mais c'est assez similaire. Donc là, faire une solution éco-développée a beaucoup de sens. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. Écoutez, on n'a plus d'autres questions. Donc, avant de vous libérer, j'aimerais remercier à nouveau Joanne Sabat pour cette belle présentation. Pour rappel, donc, vous allez recevoir dans quelques minutes le sondage de satisfaction avec en pièce jointe donc, la présentation sous format PDF. Dernière information également, donc, ce webinaire est le dernier du mois de juin. Je vous invite à consulter le site STIC très souvent pour vous tenir informé des prochains numéros qu'on va vous proposer, notamment en juillet. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir été présents ce midi. Merci Joanne pour cette présentation et je vous dis à très bientôt. Voilà, Merci, bonne journée à toujours un tous. plaisir. Merci Merci. encore. À plus tard.